Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue en Inde il y a 2 jours chez un fournisseur. Une expérience qui m'a vraiment mise mal à l'aise. Donc, il me paraît en fait assez important de venir ici partager avec vous cette expérience d'abord et puis en profiter pour vous faire passer en fait quelques informations qui pourront vous aider dans votre business avec les Indiens. Stay tuned. Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boost. Ici, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel, investisseur en immobilier. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que moi je fais sur cette chaîne? Je partage avec vous des idées business en Inde et puis je partage avec vous aussi des histoires sur les cheveux. Je vous donne en fait des éléments pour pouvoir bien nettoyer et bien entretenir vos cheveux de manière à les garder le plus longtemps possible. Et puis je viens aussi en fait vous donner des informations pour vous permettre de bien choisir vos cheveux sur le marché, que ce soit des cheveux indiens, brésiliens ou autres. L'idée c'est d'arriver en fait à bien les choisir pour ne pas vous faire avoir, pour pouvoir les garder le plus longtemps possible. Alors aujourd'hui, je viens dans cette vidéo en fait partager avec vous, comme je le disais tantôt, une expérience que j'ai vécue en Inde il y a 2 jours. Une expérience chez un fournisseur auprès de qui je m'étais rendue en fait pour faire des achats. Et en fait, chez ce fournisseur, j'ai croisé une personne d'origine africaine. Et en fait, cette jeune dame était allongée par terre quand je venais d'arriver. Il y avait autour d'elle, en fait, l'équipe du fournisseur, je dois dire. Et j'avais vu, en fait, qu'il y avait des mèches couchées par terre, en fait. Et ils étaient en train de compter les choses. J'avais jamais vu du business dans cette position, mais anyway, ça peut arriver. Donc moi, j'étais reçue donc dans un bureau avec la porte fermée parce que bien évidemment, je la connaissais pas. Donc l'idée n'est pas qu'on arrive à parler en fait et à échanger des informations. Mais à un moment donné, en fait, on m'a appelé parce qu'ils avaient besoin de moi. Il se trouve en fait qu'ils n'arrivaient pas à se comprendre parce que cette jeune dame qui était venue faire du business en Inde, donc acheter des cheveux, elle était venue en fait avec énormément de roupies indiens, mais elle avait aussi sur elle visiblement des euros. Et donc, il se trouve comment on m'a appelé, en fait, on m'avait appelé au secours quelque part pour venir les aider, en fait, à s'entendre. C'est parce que cette jeune femme, en même temps, ne parlait pas du tout un mot d'anglais. Néanmoins, elle est courageuse, elle a pris son billet d'avion, elle a fait le voyage jusqu'en Inde. J'ai trouvé ça mais vraiment très admirable et donc j'avais accepté de l'aider. Donc c'était la jeune femme qui avait demandé à ce qu'on m'appelle parce que elle était certainement persuadée que je devais parler français parce que souvent les Africains parlent français. Donc elle m'explique en fait qu'elle venait chercher des mèches, que voilà son colis. Donc, elle avait une certaine somme, en fait, à régler aux Indiens et elle avait payé une grosse partie de cette somme, en fait, en roupies indiens. Néanmoins, il lui manquait, en fait, de l'argent pour arriver au total dont elle a besoin pour payer tout en roupies indiens. Donc, elle avait proposé aux Indiens, en fait, de compléter en euros, ce qui en soi était une bonne chose. Et les Indiens avaient aussi accepté l'idée. Sauf que là où elle croyait ne devoir que quelques centaines d'euros, 250 euros à peu près à donner aux Indiens, en fait, elle devait plus de 2000 euros à leur donner. Donc, bien évidemment, les Indiens, ayant tout leur matériel de calcul, lui disaient, ben non, que ça ne suffisait pas. Et elle, en fait, elle insistait comme quoi c'était largement suffisant, certainement parce qu'elle n'avait pas en fait le taux de conversion sous les yeux. Donc comme ils n'arrivaient pas à se comprendre, les Indiens et elle se sont mis d'accord, ils m'ont appelé et donc quelque part ça a obligé le fournisseur à me montrer les tarifs qu'il lui avait pratiqués et puis à m'expliquer le problème. Donc bien évidemment j'avais mon portable et moi quand je vais en Inde en fait je mets toujours les différents taux de conversion. Je vais vous expliquer tout à l'heure lesquels je mets et qui vont vous être utiles. Je mets toujours les différents taux de conversion sur mon portable et du coup le fournisseur, donc on m'explique, on me montre les différents montants et tout ça, et puis je fais mon calcul et j'en étais arrivée à la même conclusion que le fournisseur, comme quoi il lui manquait plus de 2000 euros en fait à donner. Et donc, comme je lui ai expliqué ça en français, elle m'a fait confiance et donc elle s'est certainement dit, mais si elle le dit aussi, c'est que c'est vrai. Et puis elle me dit, mais j'ai quand même donné pas mal de roupies et tout ça. J'ai dit oui, puisqu'on m'a
le montant en roupies qu'elle avait donné. C'est vrai que ça pouvait paraître beaucoup parce que le roupie étant beaucoup plus faible que l'euro, un gros paquet de roupies comme ça donné, ça peut être toujours impressionnant, mais en réalité, c'est pas grand chose en euros ou en dollars. Donc, quand je lui ai expliqué qu'il lui fallait encore donner plus de 2000 €, elle s'en était rendue à la conclusion comme quoi elle n'avait pas assez d'argent. En fait, elle avait encore un peu de sous sur elle, mais elle avait d'autres voyages de prévus dans différents pays, donc elle n'avait pas voulu en fait utiliser plus que ce qu'elle avait prévu pour les mèches, ce qui était en soi aussi une très bonne chose parce qu'en réalité il faut avoir un budget et respecter son budget pour ne pas tomber dans des dérives. Et elle demande en fait aux Indiens d'enlever des mèches de son paquet. En même temps, elle voulait qu'on lui prépare un autre paquet pour sa sœur. Bref, l'histoire était très compliquée. Ça a agacé tout le monde. Ça a duré, croyez-moi, apparemment de 10 h du matin jusqu'à 19 h. Moi, je suis arrivée là-bas, il était 15 h à peu près. C'est après son départ que j'ai su de la part des Indiens que ça a été très compliqué parce que depuis 10 h, elle y était. Et en fait, elle était partie, il était plus de 19 h 30. Et en fait, même elle était fatiguée. Elle m'a laissé aussi entendre qu'elle avait beaucoup traîné là-bas, en fait. Et du coup, ça m'avait fait réaliser quelque chose. Et je me suis dit, je vais venir partager ça avec vous ici. Parce qu'en réalité, on part en Inde pour faire du business. L'idée, c'est quand même d'en garder un bon souvenir. Faut pas que cette belle histoire se transforme en un cauchemar. Et en fait, pour éviter ça, je pense qu'il faut vraiment vous rappeler quelques clés dans les achats pour bien préparer votre voyage de business, que ce soit en Inde ou encore dans un autre pays. En réalité, pour faire les achats, ça demande quand même, les achats c'est complètement différent des courses. Les acheteurs adorent dire en fait qu'ils ne font pas des courses, qu'ils font des achats. Quelle est la différence entre les achats et les courses? On fait les courses, on se rend au supermarché avec sa petite liste de courses, donc les choses dont on a besoin. On parle encore une fois de besoin, mais on va sur le marché et puis on voit en fait le marché ou le supermarché si vous voulez. On regarde sur les étagères et en fait on prend ce dont on pense avoir besoin. On voit le prix affiché et puis on le prend à ce prix. Les achats sont différents des courses tout simplement parce que l'acheteur planifie sa chose. Il fait du sourcing, il identifie son fournisseur, il prend le temps de demander les conditions d'achat, il va bien négocier avec son fournisseur parce que quand tu n'as pas encore fait le déplacement, tu es en position de force. Il va bien négocier avec son fournisseur, il va tout verrouiller en fait, il va tout sécuriser avant de prendre la décision d'aller acheter. Il va même, s'il est bien organisé, communiquer ses quantités au fournisseur de manière à ce que tout soit prêt à son arrivée. Ça, ce sont les achats. Donc, ce que la jeune femme, en fait, cette surprise, cette malheureuse expérience qu'elle a vécue, c'est tout simplement parce qu'en fait, elle était venue faire des courses. Elle n'avait pas, en fait, cette démarche achat qui aurait pu lui éviter, en fait, ce désagrément. Donc, je viens, en fait, dans cette vidéo aujourd'hui, vous donner quelques notions à avoir quand vous faites des achats pour que votre expérience soit la plus belle possible. Alors, l'étape numéro 1, c'est je planifie mon voyage. Pitié, quand vous venez en Inde, vous ne pouvez pas changer votre monnaie locale en roupie indien avant de vous déplacer. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. C'est-à-dire que là, le roupie indien n'est pas achetable à l'étranger. Néanmoins, quand vous venez en Inde, dès l'aéroport, changez votre argent en monnaie locale. Ça sous-entend qu'il faudrait savoir de combien vous aurez besoin. Ça sous-entend aussi quelque part que vous aurez déjà planifié en fait vos achats depuis votre pays d'origine pour savoir en fait combien, de quel budget vous aurez besoin en Inde pour pouvoir changer la bonne somme en fait dans le bon montant pour éviter toute surprise. Ça vous évitera en fait de vous retrouver devant un fournisseur avant de commencer à devoir demander les tarifs de ce que vous voulez acheter. Ça vous évitera en fait de faire voir au fournisseur que vous avez un gros paquet d'argent sur vous, ce qui peut aussi influencer quelque part le tarif qu'il vous donnera. Et ça vous évitera aussi de faire des jonglages. C'est-à-dire que si cette jeune femme avait bien planifié son voyage en Inde avant d'avoir pris son avion, elle aurait su que chez ce fournisseur, elle aura peut-être à dépenser, je dis n'importe quoi, 2000, 4000 €. Et comme elle aura prévu de payer en roupies, elle aura à convertir en fait les 2 ou 4 000 € en roupies indiens.
Ce qui fait que à l'aéroport, elle changera en fait le montant nécessaire et chez le fournisseur, ben, elle aura la somme en fait nécessaire pour pouvoir payer l'intégralité de sa commande sans devoir en fait compléter avec des euros, compléter avec des dollars. Bref, ça vous évitera mais vraiment des jonglages en fait inutiles. Je vais donc partir de cette histoire en fait pour vous donner quelques éléments essentiels pour pouvoir en fait faire du business de manière sereine en Inde. Je vous avais déjà prévenu, hein. Les Indiens en fait ont l'air très calmes, très sereins en fait. Ce sont des gens, mais honnêtement, quand je suis sur la route, je les vois se dépasser, se rentrer dedans et que je ne les entends pas gueuler. Je me dis décidément, ces gens, ils ont tous fait du yoga, ils sont trop relax, ils doivent faire de la méditation tous les matins. Parce que c'est pas du tout ce qu'on constate dans les autres pays. C'est pour ça qu'il me semble nécessaire en fait, hein, quand on vient faire du business en Inde, d'avoir aussi une attitude en fait respectueuse des autres et une attitude plutôt, comment dire, plutôt sereine, plutôt calme, sans précipitation, sans énervement. Parce qu'en fait, on a tendance, hein, que ce soit des Européens ou des Africains, on a tendance en fait à s'énerver trop vite. Je dirais même les Africains s'énervent encore plus vite que les Européens. Je ne sais pas pourquoi, mais on a un tout petit peu le sang chaud en fait. On s'agace très très vite. Puisque la scène là que je vous ai racontée brièvement, je peux vous dire, elle a duré plusieurs heures. Pour ma part, j'ai assisté donc à au moins 3 à 4 heures d'échange entre ces deux parties. Et en fait, c'est souvent que ma soeur africaine s'est emportée. Elle était en même temps au téléphone où elle criait, elle expliquait son problème à quelqu'un en fait. Elle était en même temps en train de m'expliquer, de se justifier, d'essayer de me prouver que les Indiens ne sont pas nets. Entre temps, elle s'était agacée parce qu'elle aurait prévu en fait dans sa visite d'aller visiter en fait là où ils préparent leurs mèches, là où ils fabriquent leurs mèches, là où ils les lavent et tout ça, bref. Mais comme tout le monde s'était agacé entre temps, ben, les Indiens n'étaient plus trop enclins à aller lui montrer tout ça. Donc quelque part, elle s'est sentie un peu dupée, elle s'énervait en disant oui, ils étaient censés aussi me montrer ça, je devais filmer, je devais faire ci, maintenant ils ne veulent plus. Bref, tout le monde s'était énervé et tout ça, ça n'a conduit à rien. Si elle était venue calmement, son voyage bien préparé, tout était déjà dans le bon ordre, mais la relation aurait été différente. C'est pour ça que je veux profiter de cette histoire pour vous donner en fait 3-4 clés essentielles à avoir en fait dans votre comportement quand vous faites du business, quel que soit l'endroit, que ce soit avec des Indiens, des Italiens, des Américains, des Turcs, bref, partout dans le monde quand vous faites des achats, parce que quel que soit le business, ça commence toujours par des achats. Je veux dire, pour pouvoir vendre, pour qu'une entreprise puisse vendre, il se doit forcément d'acheter quelque part. Parce que les achats, c'est l'élément central en fait. Parce que du business, c'est souvent entre minimum 2 voire plusieurs personnes. Donc, il y a un certain comportement à avoir pour essayer de rendre tout ça sereine. Parce qu'en réalité, quand la relation est sereine, ben, vous construisez ce qu'on appelle le SRM, c'est-à-dire un bon Supplier Relationship Management. C'est-à-dire en fait le management de la relation avec le fournisseur. C'est tout un art parce que quand vous managez bien la relation avec votre fournisseur, c'est la garantie pour vous comme quoi votre business sera pérenne, c'est-à-dire que vous pouvez faire confiance à ce fournisseur. Quand vous passerez vos commandes, ce sera les yeux fermés, vous serez sûr d'être livré. Mais quand la relation est tendue et quand le fournisseur entend parler de vous, il n'en a pas trop envie, quoi. Il va d'abord s'occuper de quelqu'un d'autre et puis quand il a le temps, il vient voir votre dossier parce qu'il sait que quand il mettra le nez dedans, ça sera trop compliqué. Donc, je vais vous donner 3 à 4 clés pour vous permettre d'éviter ce genre de situation. La première clé que je vais vous donner ce soir, c'est planifier votre voyage avant de partir. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que dès la genèse en fait, c'est-à-dire dès la naissance, l'expression du besoin, vous devez sourcer. Une fois que vous avez fini de sourcer, que vous avez sélectionné votre fournisseur après en avoir éliminé quelques-uns sur la base de critères très précis, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas encore fait. Vous sélectionnez vos fournisseurs, donc en fait vous allez lui demander ses conditions tarifaires et en fait vous allez négocier. Je vais dire par là en fait que vous quittez votre pays pour vous rendre dans le pays d'accueil pour le business en ayant connaissance, mais une connaissance très claire de vos conditions d'achat. C'est pas sur place qu'on négocie.
Parce que quand vous êtes dans votre pays, avant de lui demander c'est combien les produits, et qu'après il vous donne son prix, vous faites mine dehors, c'est trop cher. Ou parce que c'est vraiment trop cher, parce que vous aurez comparé. Parce qu'il a envie de vous vendre. Il n'a pas encore toutes les clés en main, vous n'êtes pas encore arrivé chez lui, il va tout faire pour là vous satisfaire. Après, il y a des limites. Si vraiment ça ne rentre pas dans ces conditions, à un moment donné, il va falloir en fait que chacun se rende à l'évidence et prenne une décision. Néanmoins, c'est toujours important d'avoir une idée claire en fait des conditions avant de prendre le vol. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous serez en position de force, vous allez pouvoir négocier et du coup, quand vous prendrez le vol, vous savez où vous allez, quelle quantité vous avez demandé et à quel prix. Ça sous-entend quelque part que même si vous ne passez pas commande, vous aurez aussi communiqué votre forecast, c'est-à-dire vos prévisions aux fournisseurs, pour que quelque part aussi ils se préparent une fois sur place, que vous ne vous retrouvez pas avec des longueurs qui ne correspondent pas à votre besoin ou encore avec des produits qui ne correspondent pas à vos attentes. Donc c'est toujours très important de bien planifier son déplacement, de connaître les conditions des choses qu'on veut acheter et de voyager en toute connaissance de cause. Une fois la planification faite, vous arrivez donc à l'aéroport du pays de destination, mais changez la monnaie ou prévoyez de payer en carte bleue. Moi, je le fais très souvent. Je paye souvent en Inde en carte bleue parce que j'ai une peur, mais j'ai une trouille bleue en fait. J'ai une trouille, mais vous n'avez pas idée de voyager avec un paquet d'argent sur moi. Enfin, je n'ai jamais de sous sur moi. Je fais tout en carte bleue. Et en Inde, j'ai tendance à faire ça aussi. Après, en fonction des fournisseurs, ça peut générer des frais. Surtout que maintenant, le gouvernement indien, en fait, leur interdit d'avoir des cartes bleues qui acceptent les dollars. Donc, ils sont tous avec leur carte à roupies là. Ils vous convertissent le roupie. Donc, vous mettez votre carte Visa comme ça, vous payez en roupies et toc, c'est votre banquier qui vous facture de l'autre côté, qui vous dit que vous avez payé en devise locale. Donc, effectivement, il faut faire attention à cela. Mais quel que soit le choix que vous avez fait, prévoyez le montant nécessaire pour faire le business sur vous. Ça sous-entend aussi que quand vous allez devoir changer de l'argent à l'aéroport, il va falloir vérifier si le compte y est. Donc, avoir un tout petit peu d'internet sur vous, ça ne mange pas de pain. C'est vrai que l'internet, en fait, quand vous venez de l'étranger, en Inde, vous utilisez, vous mettez vos données cellulaires sur du verre, ça coûte bonbon. Mais en réalité, ce que moi je fais, je coupe les données cellulaires, mais en cas de besoin, je l'allume parce qu'on a tous 20 gigas en fait pour faire ce qu'on veut faire. En cas de besoin, je l'allume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que j'arrive en fait, je mets en lumière en fait sur mon écran de téléphone les différents taux de change. D'accord? Je vais dans Google et puis je fais taux de change dollar-roupie, taux de change roupie-euro, taux de change roupie-dollar. Si vous venez de l'Afrique, vous faites taux de change roupie CFA, taux de change CFA roupie. Bref, vous mettez tous les taux de change possibles qui peuvent vous servir. Ce qui fait que partout où vous passerez, que ce soit pendant l'échange à l'aéroport ou même quand vous prenez un taxi, chose banale, ou un auto, où vous allez voir vos fournisseurs, le montant qu'ils vous donnent, automatiquement, vous le convertissez. Parce que l'autre problème de ma soeur africaine que j'ai croisé aussi, c'est qu'elle n'avait pas du tout d'Internet. Donc, sans Internet, sans taux de change, comment vous voulez être sûr que ce qu'on vous demande de payer, c'est le bon montant? Donc, ayez de l'Internet sur vous, pas laisser comme ça tourner à longueur de journée avec toutes les notifications, Instagram, YouTube, machin chose, mais que vous fermerez, mais que vous ouvrirez en cas de besoin pour vérifier ces taux de change et puis fermer. Ça peut aussi vous servir quand vous prenez par exemple un taxi, je dis n'importe quoi, vous allez à une adresse et puis c'est parfois il arrive qu'ils se perdent les chauffeurs de taxi. Moi je mets mon Google Maps et puis j'aide un tout petit peu et tout le monde est gagnant puisqu'on y gagne en temps. La troisième chose sur laquelle j'avais aussi envie de vous alerter ici, parce que c'est après le départ de la jeune africaine que je l'avais réalisé, mais il était déjà un peu trop tard. Mais en fait, elle n'a pas eu de facture.
Donc en fait, elle est venue, elle a acheté, elle a fait ses achats, elle a payé et puis elle est partie. Les Indiens ne lui ont pas fait de facture, puisqu'ils attendaient en fait qu'une seule chose, c'est qu'elle s'en aille pour pouvoir s'occuper de moi. Tant qu'elle était là-bas, ils ne pouvaient pas s'occuper de moi, parce que les Indiens aiment bien traiter les cas séparément. En fait, ils vont pas traiter deux clients en même temps. Ils n'aiment pas du tout ce mélange. Donc ils attendaient qu'elle s'en aille pour s'occuper de moi. Quand enfin tout le monde a fini par comprendre la situation et qu'elle a payé, eh ben, ils l'ont escortée dehors. Ils ne lui ont pas donné de facture, puisque moi-même il a fallu que je réclame ma facture et qu'on me dise que le lendemain je l'aurai, puisque il était déjà trop tard en fait quand elle était partie à 19h30. Normalement eux ils devaient rentrer aussi chez eux depuis 18h, donc tout le monde commençait un peu à s'exciter là, et donc j'avais eu ma facture que le lendemain, mais elle finalement elle n'a pas eu de facture. Mais ça dépend des pays. Vous avez besoin d'une facture, puisqu'à la douane, pour pouvoir payer votre taxe douanière, on va vous demander une facture. Donc sans facture, comment vous allez faire? Donc du coup, en fait, j'ai pensé aussi à ce problème qu'elle risque d'avoir un moment donné où on va lui demander une facture, où elle va dire oh là là, et puis elle va commencer à passer des coups de fil un peu pour essayer de trouver une solution, ce qui risque aussi de l'énerver et du coup de venir en fait rendre cette expérience très très désagréable pour elle. Donc pitié, pensez à demander des factures. Vous en aurez besoin. En tout cas, pour les pays européens, je vais parler pour la France. Moi, il me faut une facture et j'en demande toujours tout le temps. Donc, demandez des factures. Et surtout, si jamais vous faites vos achats au nom de votre entreprise, demandez aux Indiens de mettre la facture au nom de votre entreprise, parce que c'est très souvent que, comme pour faire la facture, ils vous demandent votre passeport. En fait, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, ils ont tendance bêtement en fait à recopier votre nom sur la facture. Or, parfois, vous n'avez pas envie d'acheter en votre nom, vous achetez au nom d'une entreprise et donc il est très important qu'ils mettent la facture au nom de l'entreprise. Donc pensez à demander des factures, c'est très très important. Et puis en fonction aussi de ce que vous allez acheter en Inde, il pourrait aussi vous falloir un certificat spécifique. Bref, il y a d'autres éléments aussi à veiller à avoir sur vous au moment de passer la douane indienne. Et au moment de passer la douane de votre pays aussi, parce que même dans les pays africains, parce que moi je vends des mèches vers l'Afrique, donc je sais que la douane est très rigoureuse maintenant, donc la facture est requise très souvent. Le dernier point en fait sur lequel je vais attirer votre attention, j'en ai parlé très brièvement dans le point précédent, c'est le visa. Il faut savoir que quand vous venez faire du business en Inde, il vous faut un business visa. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. J'ai eu en fait à repenser à ça parce que, et d'ailleurs je ne sais pas si la jeune femme avait un business visa, j'espère pour elle, mais j'ai eu l'occasion en fait d'échanger avec quelques membres de ma communauté qui souhaitent se rendre en Inde, et quand j'ai évoqué le fait qu'il faudra un visa, j'en avais qui étaient surpris. Quel que soit le passeport que vous avez, que ce soit africain, en tout cas je vais parler des passeports africains de manière générale, des passeports européens, notamment français, vous avez besoin d'un visa. Vous avez besoin d'un visa pour aller en Inde, un visa touriste si vous y rendez juste pour aller flâner, visiter des temples et autres et retourner chez vous. Mais vous avez besoin d'un business visa si vous partez en Inde pour faire du business. Parce que selon la réglementation indienne, pour pouvoir visiter un fournisseur, pour pouvoir prendre un échantillon, pour pouvoir faire des achats en Inde et partir dans un autre pays, c'est-à-dire faire de l'exportation, mais il faut avoir un business visa. Donc partout où vous passerez en Inde pour faire du business, un bon fournisseur après votre achat, pour vous éditer une facture, va vous demander en fait votre passeport, parce que quoi, il veut faire une photocopie de votre page, c'est-à-dire là où il y a vos informations, mais il va aller faire une photocopie aussi de votre visa pour garder avec ses archives aussi à lui en cas de contrôle. Donc ayez un business visa pour aller faire du business tranquillement en Inde, pour ne pas vous retrouver à l'aéroport à devoir expliquer votre vie, à devoir rentrer dans des explications inutiles. Honnêtement, quand on peut les éviter, il vaut mieux le faire, parce que croyez-moi, plus vous serez préparé, mieux sera votre déplacement en Inde ou dans n'importe quel autre pays dans le monde d'ailleurs, et mieux sera votre expérience dans ce business. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Partagez massivement la vidéo pour rendre service à d'autres personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Et puis aussi pour faire grandir la chaîne. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.